Café et l'audition, le magazine du développement durable et de l'économie solidaire, présenté par l'association Evaleco et la coopérative Tetris, avec ce soir Anne-Cécile. Bonsoir. Bilal. Bonsoir. Estelle. Bonsoir. Et Philippe. Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, on va parler schizophrénie. Non, pardon. Ce soir, on va parler développement durable. Essayons de vous apporter une information sur les objectifs de développement durable. Donc une énième, j'ai envie de dire, initiative, mais l'optimisme est un état d'esprit. On se laisse pas démonter. Les 17 objectifs du développement durable qui ont été adoptés à l'unanimité lors de l'Assemblée générale des Nations Unies et récemment en septembre 2015 et qui cherchent à définir une vision universelle et complète du développement durable et qui englobe bien sûr à nouveau les problématiques économiques, sociétales et écologiques. Voilà, ces 17 objectifs doivent former le cœur de l'agenda 2030 et ils sont complémentaires, en tout cas ils sont présentés en France comme complémentaires de l'accord de Paris pour le climat. Lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui se sont déroulées au mois de mai 2016, la France a plaidé pour la mise en œuvre concrète et rapide de cet agenda international. On a le droit d'y croire, enfin en tout cas on va faire comme si et on fera un petit retour sur les ateliers que la France a choisi d'organiser avec les représentants de la société civile il y a quelques mois, donc en juin. Si tu veux bien, Anne-Cécile, peut-être recontextualiser un petit peu l'histoire du développement durable et puis on enchaînera ensuite sur les choses concrètes. Ça me va. Alors d'abord, au départ, ça part plutôt bien. C'est ce qu'on appelle le Conseil de Rome qui commence à creuser. Donc on trouve des scientifiques, on trouve des politiques, on trouve aussi la société civile ou bien certaines entreprises. Et en fait, ils commencent à creuser qu'est-ce que pourrait être un développement durable. Après quelques années et pas mal d'études, je crois 97, quelque chose comme ça, on finit par sortir le rapport Brundtland. Donc ça c'est en 1987. Que les auditeurs de cette émission connaissent puisque Evaleco est revenu régulièrement. Hein, j'ai bon espoir de me dire qu'il y a des nouveaux sur l'émission. Alors on va replacer un petit peu. On va trouver la définition du développement durable. Donc c'est ce que dit le rapport Brundtland. Ça vient de Amartya Sen, qui est en fait un chercheur qui nous vient d'Inde, qui dit que le développement durable c'est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité, je reviendrai sur ce terme, des générations futures à répondre aux leurs. Donc on a quand même plusieurs blocs là à déconstruire. Il y a déjà les générations présentes. Qu'est-ce qui se passe? De quoi a-t-on besoin? Comment est-ce qu'on peut vivre comme il faut aujourd'hui avec ce qu'on a, avec les ressources, avec nos modes de fonctionnement, notre société, notre économie, nos rapports sociaux aussi. Mais il y a quelque chose entre les besoins des générations présentes et les besoins des générations futures. C'est tout simplement la possibilité d'agir, la liberté d'action. Et c'est là qu'on revient du coup sur ce mot capabilité. Donc c'est pas capacité, ça vient de l'anglais capabilities. Et en fait c'est tout ce qui va pouvoir permettre de saisir complètement sa liberté. C'est effectivement apprendre comment faire, c'est avoir ce qu'on appelle des libertés positives, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un champ complètement clôturé, tant qu'on peut continuer le chemin, on dépasse pas la barrière, c'est bon, on a notre liberté. Non, une liberté positive vraiment c'est avoir tous les outils en main pour pouvoir faire un véritable choix. Et pourquoi on retrouve ça dans cette définition? C'est que les générations futures pourront aussi remettre en question les choix qu'on a fait et donc on trouve ce principe de précaution et donc du coup voilà, si on fait attention à cultiver le champ des possibles pour les générations futures, déjà on a quelque chose d'intéressant. Ça s'arrête pas là, il y a aussi cette culture que chacun peut avoir son mot à dire. Si chacun a son mot à dire, déjà on a une énorme richesse sur les solutions. Et aussi les générations futures pourront trouver des solutions qui leur correspondent à des besoins qui n'ont pas forcément émergé aujourd'hui ou bien sur des solutions qui n'ont pas encore émergé aujourd'hui. Donc avoir tous son mot à dire, tous la possibilité d'agir, c'est le champ de la démocratie. Et ça c'est quelque chose de très important. Donc on retrouve tout ça dans la définition du développement durable. La définition du développement durable telle qu'elle a été interprétée en France, c'est plus restrictive. Elle a une finalité beaucoup plus environnementale, alors que Amartya Sen, qui est un économiste du développement, lui fait attention et dit que les décisions doivent se prendre là où les personnes vivent et l'équité, la justice sociale est pour lui quelque chose d'extrêmement important. Mais en même temps, cette définition du développement durable montre qu'on s'occupe d'abord des générations présentes.
Voilà, exactement. Juste un point que je voulais aussi développer qui permettra de rebondir sur ces objectifs tout à l'heure. De cette définition, on obtient aussi 3 piliers. Et tu parlais du côté environnemental de l'approche qu'on a en France du développement durable. Mais si on reprend vraiment le cœur du développement durable, il n'y a pas seulement l'environnement. Il y a l'environnement, l'économie et le social. Et c'est ces 3 piliers qui, ensemble, et pas chacun séparé, vont permettre d'avoir quelque chose de vraiment cohérent, en fait. Qu'est-ce qui les articule ? Ce qui les articule, c'est ce qu'on disait, les capacités, le pouvoir d'agir et ce côté démocratique en fait. C'est en développant en fait tout ça, ce qu'on appelle un côté systémique, c'est un système, c'est tout un maillage et qui fait que le développement n'est pas partiel, il est déjà accessible à tous, ce qu'on retrouvera effectivement aussi dans l'approche du développement durable des objectifs de l'ONU. Mais du coup voilà, c'est ce côté-là où en s'occupant de toutes ces thématiques, on obtient un développement durable et global. Et ensuite, après le rapport Brundtland, on a eu il y a eu d'autres initiatives. C'est pour ça que mon introduction laissait petite poil de désespoir, parce que ça fait quand même des années, et que là on a à nouveau quelque chose. Mais bon, le chemin est long. Voilà. Et entre-temps, donc les objectifs du millénaire, d'autres initiatives pour en arriver donc à ces objectifs du développement durable. Moi, il y a quand même quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, dans les 8 objectifs de développement du millénaire, il y a aussi cette difficulté qu'on retrouve chez certains États membres de l'ONU à atteindre ce développement. Et c'est des difficultés qui déjà sont prises en compte dans les 17 objectifs de développement durable qui ont été approuvés donc en 2015 pour prendre le relais justement sur ces objectifs du millénaire. Et il y a aussi autre chose, c'est que ça n'a pas été construit de façon descendante, c'est-à-dire un groupe d'experts qui décide, l'ONU qui se saisit de la thématique et qui nous sort du coup ces 17 objectifs. Non, au contraire, il y a tout un processus de négociation qui a duré 3 ans, quelque chose d'assez énorme qui a aussi sollicité la société civile, certains représentants au niveau économique, mais aussi des représentants des gouvernements. Il y a aussi des maires qui ont participé. Donc, on a déjà ce processus collectif de construction de ces objectifs. Moi, j'ai été très étonnée, par exemple, de voir que pour mettre en place ces objectifs de développement, ils sont passés par les réseaux sociaux, notamment par l'enquête mondiale qui s'appelle My World, qui a reçu plus de 7 millions de votes dans le monde entier. C'est pas mal. Et dans ces 7 millions, il y a 75% de participants qui avaient moins de 30 ans. Et là, je trouve qu'il y a un truc énorme. En même temps, c'est avec les réseaux sociaux et peut-être aussi une question générationnelle qui joue. Enfin bon. Mais qu'est-ce que ces objectifs de développement durable cherchent à mettre en perspective? Sur quoi ils appuient plus particulièrement? Moi, j'ai relevé que vraiment c'était d'essayer de créer un imaginaire, de rendre ces objectifs réellement désirables pour arriver à modifier un petit peu les trajectoires auxquelles on est habitué aujourd'hui, enfin le monde dans lequel on vit, mais de rendre que de plus en plus de personnes aient envie de changer ces paradigmes pour qu'un autre imaginaire se crée, moins extractiviste, moins consommateur, moins individualiste, plus respectueux de l'autre. Moi c'est ça que j'ai ressenti, toujours avec mon côté optimiste résolu. Je propose de donner quelques exemples parce que dans certains thèmes, effectivement, c'est difficile de dire qu'on n'est pas d'accord. Pas de pauvreté, qui est le premier objectif, fin zéro. On trouve aussi bonne santé et bien-être, la paix, la justice. Ça fait quand même des années qu'on entend parler on veut lutter contre la pauvreté et faire en sorte que qu'il y ait plus de faim dans le monde. On sait même que maintenant c'est même plus un problème de ressources, que c'est juste une mauvaise distribution le problème. Moi, j'ai quand même cette casquette de français plutôt râleur et relativement pessimiste. Ça fait des années qu'on entend parler de ça. Alors personnellement, je note quand même un point positif, c'est qu'on commence à se rendre compte dans les grandes instances que notre mode de fonctionnement et de vie et de consommation n'est clairement pas viable sur le long terme. Comment on passe aux actions? Parce que là, j'ai peur et malheureusement beaucoup d'auditeurs vont penser comme moi, j'ai peur que ce soit beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Alors moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué déjà qui me donne bon espoir, c'est que en proposant ces objectifs, il y avait aussi la volonté collective d'un processus ascendant. On dit
bottom-up. Donc ça veut dire que en plus dans la façon de remplir ces objectifs, c'est vous allez sur la première page, ça nous concerne tous. Et il y a ce système où effectivement, je vais utiliser des grandes phrases en tant que citoyen du monde. On valorise aussi des gros mots aujourd'hui. Comment j'ai osé. Il y a aussi ce côté où voilà, en tant que citoyen, on peut proposer des choses. Moi j'ai quand même aussi noté cette volonté-là. D'accord, ça veut dire que ce rapport il solliciterait davantage les initiatives plus individuelles. Oui, c'est effectivement ça. Peut-être que pour la première fois, on voit bien que le mode de gouvernance, le mode de consultation, la nécessité de la participation semble réellement pris en compte, et on va retrouver ça avec une mise en perspective, une révision des modes de décision politique sur ce qui peut-être qu'on peut remarquer comme étant un petit peu différent de ce que l'on a pu constater jusqu'à présent. On parlera, si tu veux bien, Anne-Cécile, tout de suite après de l'influence de l'Union européenne dans ce cadre-là. Moi, je souhaiterais quand même faire remarquer que, à mon sens, pour la première fois, il y a vraiment l'accent qui est mis sur la nécessité de changer les modèles économiques. Et c'est explicité de façon extrêmement claire. On parle de démarche de transition économique. Jusqu'à présent, on a parlé de transition écologique, on a parlé de transition énergétique. C'est la première fois que dans un document, je vois apparaître les termes de transition économique. Et c'est vrai que ça, à mon sens, enfin pour moi en tout cas, ça modifie quand même beaucoup les choses. Quelques exemples sur ces changements de modèle économique et financier. Explicitement, on parle de régulation des marchés, on parle de politique incitative à la responsabilité sociétale des entreprises. Politique incitative, aujourd'hui, c'est simplement sur la bonne volonté. On parle de soutien et de développement de l'économie sociale et solidaire, ce qui nous, effectivement, nous concerne directement, puisque c'est ce qu'on essaye de travailler et de mettre en œuvre l'économie, dans le sens d'un développement local durable. On parle d'innovation, on parle de recherche et de développement à échelle humaine, et vraiment voilà, ça c'est explicité clairement, et mon sentiment, enfin pour moi en tout cas, c'est la première fois que je le vois ça exprimé aussi clairement. Le rôle de l'Europe là-dedans, Anne-Cécile. Je rebondis exactement sur ce que tu disais. Je vais déjà parler de l'Europe au sens large. L'Europe parle d'une croissance inclusive, donc avec plusieurs outils, donc la coopération et l'aide au développement. Et plusieurs fois, effectivement, dans cette approche de l'Europe, on parle de ce côté inclusif, de coopération. Tu parlais d'économie. Effectivement, le Parlement européen parle d'encourager la responsabilité sociétale des entreprises avec plusieurs choses qui peuvent être mis en place. Donc, par exemple, des actions pour l'égalité homme-femme. Donc là, on reprend clairement les objectifs de développement. Il y a aussi supprimer les subventions aux énergies fossiles pour favoriser des modes d'énergie qui sont plus viables, promouvoir les produits verts. Il y avait quelque chose qui m'avait interpellé aussi, sortir un étiquetage des produits frais sans travail des enfants. Voilà, on a aussi une relève sur une autre façon de faire. Moi, je vois un lien avec la justice, je vois un lien avec une justice sociale, je vois un lien avec une économie qui fonctionne autrement. J'ai quand même une petite question dans tout ça, c'est que je sais pas si on a la réponse ou pas, mais là on insiste beaucoup sur dans cette partie économique, on insiste beaucoup sur les citoyens, sur les entreprises, mais est-ce qu'on parle des systèmes de financement justement des banques, du FMI et de ce genre de choses? Est-ce que on peut interpréter ces résolutions de l'ONU comme une manière d'inciter ces genres d'instances à changer leurs méthodes de financement qui sont quand même très pesantes pour tout le monde? En tout cas, on voit qu'on en parle. On en parle, et en plus, je reviens sur l'Europe. Il y a aussi les États membres qui ont réaffirmé un engagement d'apporter 0,7% de leur PIB pour le développement. Donc ça correspond avec à peu près 68 millions d'euros pour ce développement. Encore parce que pour la première fois, parce que ça c'était déjà un objectif, mais qu'il faudra tenir cet objectif. Voilà, c'est essentiellement ça. Mais juste avant, encore une fois, est-ce que les banques
est-ce qu'il y a des impositions à ce genre d'instance-là? Parce que là, c'est l'État, mais c'est encore autre chose. C'est pour ça que j'introduisais en disant peut-être encore un peu de schizophrénie. D'accord, bon, on va attendre un peu alors. Un café et l'audition, le magazine du développement durable et économie solidaire, deuxième partie. Nous parlons ce soir des objectifs de développement durable. Donc après l'agenda 21 en 1992, la charte de l'environnement en 2005, la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020, les outils et puis les cadres liés à la responsabilité sociétale des entreprises et puis l'accord de Paris sur le climat en 2015. Donc à partir de l'Organisation des Nations Unies, les objectifs de développement durable. En première partie, on a balayé un petit peu tout ça avec le rôle de l'Europe. Peut-être qu'on pourrait maintenant parler un petit peu de la France, si tu veux bien, Estelle. Oui, alors moi j'ai essayé de creuser un peu comment la France avait traduit les 17 objectifs de l'ONU. Donc jusque-là, il y a plusieurs mises en place qui sont prévues, mais ça reste assez descendant. Donc des lois, des labels, des étiquetages, des primes de bonne conduite, comme je les ai appelées comme ça, mais des primes pour les sociétés, les entreprises qui respectent bien les normes. Des partenariats sur l'international. À chaque objectif, la France fait un partenariat avec un pays à l'international. Donc sur un des 17 objectifs. Le suivi d'indicateurs chiffrés et quantifiés. Donc c'est très institutionnel, si on peut dire ça. Ce qui contredit quand même un petit peu la démarche dont parlait tout à l'heure Anne-Cécile, et on retrouve d'ailleurs dans les différents objectifs et dans les exemples qui sont présentés l'expression de la société civile. Et là, on revient en France. Et c'est l'inverse. Donc des processus vraiment descendants pour le coup, et on a de quoi se demander comment le citoyen peut s'y retrouver là-dedans. Est-ce que la motivation est toujours pareille quand on a toutes les lois, tous les chiffres, les labels qui nous tombent dessus? On rentre dans des cases et on fait plus l'effort de s'investir soi en tant que citoyen. Tu veux dire que ça contredit aussi cet objectif de créer un imaginaire positif, quelque chose qui donne envie? C'est ça que tu as ressenti, toi? L'imaginaire est créé, il est plutôt beau quand on voit les 17 objectifs. Moi je les ai lus, j'ai regardé un peu le fond, et c'était plutôt... On ne peut qu'être d'accord. Voilà, c'était plutôt bien présenté, ça donne envie d'agir, mais après la mise en place concrète, c'est différent. Est-ce que toi, en voyant ces lois-là, tu penses que... Ce ne sont pas des lois, hein? Oui, ou ces démarches françaises ultra institutionnalisées, est-ce que tu trouves que ça te bloquerait, toi, personnellement, pour agir à ton niveau? Moi, à mon niveau, pas forcément, parce que j'ai cette ouverture sur différentes actions locales qui me permettent d'agir. Mais pour quelqu'un qui est pas forcément engagé ou qui ne sait pas par quel bout prendre tout ça, oui, ça peut être bloquant, ça peut être loin et D'accord, utopique. Tu le vois plus comme contraignant que comme quelque chose qui, justement, pour une personne qui sait pas comment se débrouiller, il pourrait pas le voir justement comme une méthodologie à suivre? Non, pas dans la mise en place. Pas dans la manière, d'accord. Descendante comme ça. Après, sur le site où il y a les 17 objectifs qui sont décrits, il y a des applications plus ou moins concrètes de chaque objectif avec qu'est-ce que peuvent faire les entreprises, qu'est-ce que peuvent faire les financeurs, les bénévoles, au quotidien par rapport à ces 17 objectifs. Mais ça reste assez flou. Anne-Cécile ? Surtout qu'il y avait aussi la volonté de la part de l'ONU d'avoir de la transparence, de la documentation pour pouvoir s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, pour pouvoir être au fur et à mesure... pour pouvoir déjà faire émerger ce qui se passe ici, que ça puisse en inspirer d'autres. Je suis allée sur le site de l'ONU, il y a un endroit où on peut cliquer, c'est super, genre qu'est-ce qui se passe? On va dessus, 2015. On va préciser qu'Anne-Cécile parle anglais couramment, donc du coup elle peut aller sur le site de l'ONU. Oui, c'est vraiment encore, j'ai envie de dire, ce paradoxe, avec des idées, avec des projets. Tout ça est extrêmement cohérent, et pourtant au niveau méthodologique, la façon de faire, on ressent une espèce d'écart. Est-ce qu'on va enfin arriver à faire en sorte que tout ceci soit désirable et que plus de personnes se sentent concernées et s'engagent.
Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, donc vous écoutez Un Café l'Audition. Je vous propose de reprendre un peu cette discussion sur les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. On discutait juste avant cette petite pause musicale de cette approche française de justement de ces objectifs, comment est-ce qu'ils ont été interprétés, qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que depuis tout à l'heure, donc on a fait ce qui se passait au niveau de l'ONU, ce qui se passait au niveau de l'Europe, ce qui se passe au niveau français. Moi, je commence à me poser des questions sur d'accord, on voit que de façon super large, il faut quelque chose d'ascendant, et de quelque chose d'ascendant, ça veut dire quelque chose au niveau local. Et qu'est-ce qui se passe au niveau local ? Moi, j'ai regardé avec un petit peu plus d'attention les bonnes pratiques et les solutions innovantes qui étaient proposées, et on voit bien que la société civile lors de ces ateliers était vraiment bien représentée, parce que ces bonnes pratiques et ces solutions innovantes, ce sont pour la plupart des solutions qui sont venues des initiatives citoyennes, des initiatives de terrain, et ce sont celles qui ont été reprises. Alors, je vais me faire plaisir, et j'espère que je ferai plaisir à certains auditeurs, parce que une des initiatives qui a été le plus remarquée, eh bien, c'est celle de la commune de Montsartou, avec sa démarche de ferme communale, vraiment qui représente un véritable exemple à suivre, avec donc 100% de bio dans la restauration municipale grâce à cette initiative qui aujourd'hui est reprise, en tout cas tente d'être reprise dans de nombreux autres endroits en France. On retrouve aussi des initiatives associatives qui ont été portées, par exemple, par ATD Carmonde, avec les territoires zéro chômeur de longue durée, donc qui a fait l'objet d'une loi d'expérimentation. Mais très clairement, c'est une initiative associative qui est reprise en modèle. Les AMAP, bien entendu, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, les territoires zéro déchet, zéro gaspillage, là aussi initiative portée par l'association, enfin plutôt l'ONG, l'organisation non gouvernementale Zero Waste. Ce sont des modèles. On a vu aussi quelque chose qui est décrit comme tel, création d'espaces de mutualisation, incubateurs, lieux de sensibilisation et de projets collectifs pour une économie durable prenant en compte les besoins et les problématiques du territoire afin de favoriser l'implantation d'entreprises qui répondent à ces enjeux. Pour moi, c'est ce qu'on tente de faire au sein de la coopérative Tetris, et on pourrait dire dans ce cas que cela confirme un des slogans ici du territoire de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Ici, demain, c'est aujourd'hui, parce que on voit là des initiatives qui sont reprises et qui sont déjà en route sur le territoire de la communauté d'agglomération, ce qui est comment dire justifie l'optimisme résolu dont je parlais tout à l'heure. On voit qu'on est malgré tout sur la bonne voie ici, et qu'en tout cas un certain nombre d'initiatives très concrètes se mettent en place et tentent d'avancer. Et je ferai remarquer que dans ces initiatives, les citoyens prennent beaucoup de place. Dans les coopératives Tetris, la particularité, c'est qu'il y a 35 personnes physiques sociétaires de la coopérative. Ce sont des citoyens, et elles sont devenues sociétaires de la coopérative parce que ce projet de territoire leur parle. Voilà. Et évidemment, les liens avec la commune de Montsartou sont serrés. Voilà pour quelques initiatives très concrètes et très locales, Anne-Cécile. Il y a de quoi faire, merci beaucoup. Et du coup, je peux vous proposer, pour tous les auditeurs qui ont la puce à l'oreille, de se demander ce qu'ils peuvent faire, ce qui se passe ici. Par rapport à Eva Leco, par rapport à Tetris, je peux vous proposer de nous rejoindre du coup le 21. Le 21 janvier. 21 janvier, merci. De 10h à 13h. On organise donc ce qu'on appelle habituellement une mini-fête du libre
libre et qui sera sous la forme d'une journée porte ouverte. Donc ce samedi, où vous pourrez en fait retrouver plein d'ateliers, dont notamment des Repair Café, un café couture. Vous pouvez retrouver aussi les ateliers autour des jardins partagés. Et vous pourrez aussi visiter les locaux et comprendre un petit peu ce qui se passe sur votre territoire, où est-ce que vous pouvez aussi mettre la main à la pâte, là où vous pouvez vous engager, là où vous pouvez expérimenter aussi et voir un petit peu plus concrètement ce que ces 17 objectifs de développement durable peuvent donner sur le territoire. Les activités d'éducation populaire autour des ateliers, mais moi je souhaiterais quand même insister aussi sur le fait que des entreprises de l'économie sociale et solidaire sont installées sur le site de la coopérative Tetris à la Marigarde, donc près de la gare de Grasse, et mènent des actions autour de ces différents enjeux de solidarité internationale avec l'association Fleurs de Bâtier et différentes autres associations qui interviennent en Afrique notamment, mais toutes les actions autour du réemploi, une économie circulaire de territoire, Bilal, que tu animes. Oui, absolument. C'est vrai qu'on essaie. Trois petits exemples. Deux ou trois petits exemples d'économie circulaire de territoire qu'on tente de mettre en œuvre au sein de la coopérative Tetris. Oui, absolument. On essaye par exemple de monter une petite unité de dépollution de tonnerre d'imprimantes. Donc là, l'idée, c'est grâce à un partenariat interrégional avec une association Picarde, DFITH, nous essayons donc de monter une coopération avec eux et d'essaimer un projet qui marche déjà là-bas, qui a été reconnu d'ailleurs par l'ADEME comme un exemple à suivre, ici sur notre territoire à Grasse, où l'idée c'est de monter une petite unité qui permettrait de traiter de l'ordre de 50 tonnes de cartouches de tonnerre par mois. Nous sommes également sur une recherche et développement sur le traitement des bâches événementielles. On sait que ici tout ce qui est événementiel est quand même très ancré dans notre territoire et qui génère malheureusement un certain nombre de déchets dont il est difficile de se débarrasser. Et dans ce cadre-là, nous essayons avec un certain nombre d'étudiants, de partenaires, de monter une unité qui permettrait de désancrer ces bâches-là ou de valoriser tout simplement la matière qui a énormément de vertus. L'Europe. Alors, petit focus sur une consultation européenne. Consultation européenne, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est l'Europe qui met en place un système d'expression pour tous les citoyens. Vous avez juste besoin d'une effectivement de participation citoyenne et les outils européens qui permettent cette participation dont il faut se saisir si on veut effectivement que nos voix soient entendues. Voilà, donc du coup cette consultation européenne, c'est tout simple à faire. Vous allez vous chercher dans un moteur de recherche consultation européenne. Une qui a retenu mon attention, c'était une qui parle d'une évaluation à mi-parcours du programme L'Europe pour les citoyens, donc 2014-2020. Donc vous avez jusqu'à avril pour donner votre avis, pour vous positionner et pour que votre avis soit entendu en tant que citoyen, qu'il soit pris en compte effectivement dans ce qui va se passer au niveau de l'Europe, de la législation, des encouragements au niveau du développement. Donc je répète, voilà, l'Europe pour les citoyens, une consultation européenne, vous pouvez y répondre très simplement. Est-ce que je pourrais me permettre juste un petit point sur tout ce qu'on vient d'évoquer là tout au long de l'émission. Donc il y a énormément d'initiatives qui ont été lancées grâce à l'ONU, etc. Moi je pense qu'il y a peut-être un changement de mentalité à avoir. Souvent les pays européens et la France aussi a toujours été dans cette espèce de démarche on a un modèle qui marche bien, on essaie de l'essaimer vers les autres. Peut-être que là, on peut se dire que notre mode de consommation n'est pas des plus exemplaires et peut-être qu'on a à apprendre en fait des pays à qui on a toujours donné des leçons ou par des histoires par l'histoire en fait on leur a toujours imposé un certain nombre de choses. Peut-être que eux, parce que c'est de là qu'a émergé le développement durable. On parlait d'Amartya Sen tout à l'heure, c'est un économiste du développement, c'est un économiste qui vient d'Inde. Donc peut-être que de l'Inde, du Mexique, des pays africains, peut-être qu'ils ont beaucoup à nous apprendre de ce côté-là, sur ce mode de vie qu'on a souvent critiqué, qui est plus simple et peut-être plus en harmonie avec la nature. En tout cas, j'invite quand même les gens à regarder. Il y a énormément de choses qui se font de ce côté-là. Voilà, merci à toutes et tous. Belle soirée sur Agora de Côte d'Azur et on espère pouvoir vous rencontrer le 21 janvier à la porte ouverte de la coopérative Tetris au 23 rue de la Marigarde à Grasse. Belle soirée à toutes et tous. Au revoir.